Bonjour tout le monde, merci d'être venu m'écouter pour cette conf sur respectons enfin l'article 25 du RGPD avec PostgreSQL Anonymizer. Je tiens à remercier Tourentech, c'est ma première fois ici à Tourentech. Donc merci de me permettre de donner cette conférence. Merci aux bénévoles, merci aussi aux sponsors qui font que cet événement est possible, sans quoi ça ne serait pas possible. Alors on va démarrer de suite avec... je vais avoir un peu besoin de votre participation pour un peu faire un petit peu connaissance avec vous et savoir si on est à peu près en phase et si on partage un peu les mêmes problématiques. Alors je vais vous partager des petites citations que j'ai entendues à droite à gauche sur les plateaux de dev et que potentiellement moi-même j'ai pu prononcer. Et à main levée, vous me dites si vous avez déjà entendu ce genre de situation. Alors la première, c'est un développeur qui dit « Ah, j'ai un bug de prod, impossible à reproduire, il me faut les données de prod ». Il y a du monde. La deuxième, toujours un développeur qui me dit « Ah ben là, un utilisateur demande à supprimer ses données personnelles, il me faudrait l'accès à la base de prod pour pouvoir opérer ». Il y en a moins. Après, j'ai un testeur, lui, qui me dit il me manque des jeux de données, il n'y a pas assez de volume, j'ai pas d'écart représentatif de la réalité, il me faudrait les données de prod ». Ouais, il y a du monde. Et enfin, un statisticien qui a un besoin du métier, qui remonte, qui dit on me demande des rapports d'analyse et il faut que j'ai accès à la base de prod pour attaquer directement les données et pouvoir faire des stats. Un peu moins, ok. Alors parmi vous, qui utilise PostgreSQL dans ces projets? C'est bien, vous êtes au bon endroit. Et maintenant que je vous connais un peu mieux, je vais me présenter. Alors moi c'est Nicolas Guillem, je suis tech lead ou architecte en fonction des projets sur lesquels j'interviens chez OnePoint depuis un peu plus de 4 ans. On est une entreprise qui fait du conseil sur toute la partie delivery. On a plein de domaines d'expertise. Ça va de l'accompagnement au changement, du pilotage, du design, du développement, des tests, de la sécurité, de l'ops. On sait à peu près tout faire, vous l'avez compris. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va parler de RGPD, parce que si on veut anonymiser des données, c'est principalement pour du RGPD, mais pas que. Tout le monde connaît le RGPD? Ceux qui n'ont pas levé la main, je suis un peu inquiet. Mais on va faire un petit rappel. Ça commence à dater un petit peu. C'est vrai qu'on commence un peu à en avoir oublié certains contours. Depuis que l'IA est arrivée, on ne pense plus qu'à l'IA. Mais on va revoir les grands principes du RGPD. Ça date de 2016 et ça a été mis en application en 2018. Et les grands principes sont les suivants. Alors d'abord, il y a le principe de consentement explicite. Ça veut dire quoi? Bon, on sait tous, quand on va sur des sites, on nous demande est-ce que vous êtes d'accord pour utiliser les cookies? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous envoie des mails? Donc ça, c'est le consentement explicite. La transparence, on doit informer les utilisateurs de l'usage qu'on fait de leurs données personnelles. Le droit d'accès, fournir les données à un utilisateur sur simple demande, et ça doit être dans un format exploitable. Le droit de rectification, permettre à un usager de corriger ses données personnelles s'il y a eu une erreur. Le droit à l'effacement, permettre à un usager de dire s'il a envie de sortir de votre système, pouvoir supprimer complètement toutes ses données personnelles. Le droit d'opposition qui est un peu différent du droit à l'effacement, c'est-à-dire qu'on a le droit de conserver les données, mais l'utilisateur demande à ce qu'on ne les utilise plus. Et les notifications en cas de fuite, informer les personnes concernées si jamais les données vont fuiter. Chose qui n'arrive jamais. Mais pour moi, il y a un des principes qui devrait être appliqué avant tout cela. Et ce principe, il est dicté par l'article 25 du RGPD. On va le lire ensemble si ça vous va. Il y a un premier paragraphe qui dit le responsable du traitement met en œuvre tant au moment de la détermination des moyens qu'au moment du traitement lui-même les mesures techniques organisationnelles appropriées destinées à la protection des données. Alors ça c'est un peu verbeux, mais ça veut dire quoi? Ça met en lumière un concept qui datait d'avant le RGPD, qui est le privacy by design. Alors le privacy by design, qu'est-ce que ça veut dire? Donc la protection des données dès la conception, ça veut dire qu'on doit prendre en compte les considérations du RGPD dès le début du projet et pas a posteriori. L'intégration doit être précoce et on doit être vraiment proactif sur le sujet de la protection des données dès la phase de cadrage. C'est-à-dire qu'au moment où on détermine les coûts, il faut qu'on intègre dans ces coûts
toute la partie protection des données personnelles. Donc c'est à ce moment-là qu'on va réfléchir à comment on va minimiser les données, comment on va les anonymiser, comment on va renforcer la sécurité. Et il y a un deuxième paragraphe de l'article 25 qui dit le responsable du traitement garantit que par défaut, seules les données à caractère personnel qui sont nécessaires sont traitées. Ces mesures garantissent que, toujours par défaut, les données ne sont rendues accessibles qu'à un nombre déterminé de personnes. Et ça, c'est un concept aussi qui était déjà présent avant le RGPD, qui est le Privacy by Default, donc la protection des données par défaut, qui nous dit que notre système, il va devoir être configuré par défaut, c'est-à-dire au moment où on va l'installer, où on va l'utiliser, pour que les règles soient actives par défaut, c'est-à-dire qu'on n'ait pas à faire une configuration supplémentaire pour limiter l'accès aux données personnelles. Ça veut dire par exemple qu'on ne va pas activer par défaut des fonctionnalités de partage de données, qu'on va demander à l'utilisateur est-ce qu'il est d'accord pour les partager, mais initialement elles ne seront pas partagées. On va limiter la durée de conservation des données avec une durée initiale suffisamment raisonnable. Et on va restreindre l'accès aux données de manière initiale. Alors toujours quand on parle d'anonymisation, il va falloir qu'on fasse bien attention à qu'est-ce que ça veut dire anonymisation. Et souvent, on peut confondre cette notion d'anonymisation avec la notion de pseudonymisation. Ce sont bien deux concepts différents, puisqu'il y en a un des deux, la pseudonymisation, qui consiste à protéger les données via un algorithme de chiffrement qui potentiellement va être synchrone, c'est-à-dire qu'on va pouvoir revenir à la donnée initiale. Donc on va masquer la donnée, on va la chiffrer et on va la hacher. Mais on va pouvoir revenir à la donnée initiale si jamais on arrive à connaître l'algorithme qui a servi à chiffrer la donnée. Et quand on est dans la pseudonymisation, on est toujours contraint par le RGPD. C'est-à-dire que même une donnée chiffrée, le RGPD considère que c'est toujours une donnée personnelle qui doit être protégée. Donc nous, ce qui nous intéresse le plus, ça va être d'aller plutôt vers de l'anonymisation, où là on détruit la donnée, et on ne peut pas revenir à la donnée initiale après anonymisation. Un autre principe auquel il faut prêter attention, c'est le principe de singularisation, c'est-à-dire pouvoir identifier un individu de façon indirecte après avoir anonymisé nos données. Par exemple, là, on a une base de données. Ce sont des personnes qui travaillent, qui ont des emplois et qui ont des salaires, donc ça peut être une base de données RH. On pense avoir anonymisé correctement notre base de données. On a généralisé le nom, on a des tranches de 10 ans, on a masqué des caractères dans les emails, on a gardé que l'extension du domaine. Mais si on regarde bien les données en détail, on voit que on a un développeur full stack à Montlouis-sur-Loire. Et on peut se dire, est-ce qu'il n'y a pas qu'un seul développeur full stack à Montlouis-sur-Loire? Et du coup, on arrive à retrouver la personne, puisqu'on n'a pas suffisamment anonymisé les données. Donc ce principe de singularisation, il faut bien l'avoir en tête quand on va mettre en place une politique d'anonymisation sur nos données. Un autre principe auquel il faut prêter attention, c'est le recoupement. Le recoupement, alors on va se dire qu'on a des données qu'on a anonymisées, qu'on les a anonymisées correctement, on a fait attention au principe de singularisation. Mais il existe aussi des sources de données externes qui, elles, ne sont pas anonymisées. Par exemple, sur les réseaux sociaux, on a des données qui sont publiques, on a des registres publics, les listes électorales par exemple, les cadastres, les données commerciales. Et en faisant du recoupement entre ces différentes sources de données, on va pouvoir potentiellement réidentifier des individus. Par exemple, il y a eu une société de transport qui a partagé ses données de manière anonymisée, donc elle a anonymisé ses données, elle les a partagées, elle les a vendues. Sauf qu'à partir de ces données-là, en les croisant avec les horaires de travail des entreprises, des infos qui sont disponibles sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn ou même sur les sites des entreprises, les sites officiels, et également en croisant ces données-là avec les adresses des écoles, on a réussi à réidentifier des individus en fonction des parcours qu'ils faisaient entre leur domicile et leur lieu de travail. Un dernier principe auquel il va falloir prêter attention, c'est le principe d'inférence, c'est-à-dire pouvoir déduire une information sensible qui n'est pas mentionnée dans nos données, mais en faisant aussi pareil de l'analyse de ces données-là, on va pouvoir trouver d'autres infos qui sont sensibles. Par exemple, là, on pense avoir anonymisé cette base qui est une base de listing d'appels téléphoniques. Et on a par exemple des numéros qu'on pense avoir masqués, on a simplement gardé les 2 premiers et les 2 derniers caractères.
Mais on se rend compte que on a deux numéros qui se ressemblent, qui s'appellent tous les soirs à peu près à la même heure et à peu près sur la même durée. Donc on peut en déduire une information que ces personnes-là ont une relation particulière. Donc pour traiter toutes ces problématiques, il y a des bonnes pratiques qu'on peut mettre en œuvre. La première, c'est de minimiser au maximum la surface d'attaque pour vraiment limiter et cloisonner les données qu'on ne veut pas rendre accessibles. Évidemment, il ne faudra pas multiplier les données, il ne faut pas qu'elles soient à plusieurs endroits en même temps, que ce soit à l'intérieur de votre système ou même entre les différents environnements. Et il faut que les données soient manipulées par un minimum d'acteurs. Donc le risque zéro n'existe pas, ce qu'on veut c'est le minimiser au maximum. C'est pas simple, mais on a des solutions qui vont nous aider, et je vais vous présenter un outil avec PostgreSQL qui s'appelle PostgreSQL Anonymizer. Alors PostgreSQL Anonymizer, qu'est-ce que c'est? C'est une extension qu'on va pouvoir installer sur Postgre comme n'importe quelle extension. Elle a été créée il y a quelques années, ça date de 2018, par un ingénieur DBA qui s'appelle Damien Clochard, qui est également membre de l'association PostgreSQL. Donc en 2018, il est confronté un peu à ces problématiques de mise en œuvre du RGPD. Et il va nous proposer en 2022 une version 1.0.0 de cette extension qui est Production Ready. Et assez récemment, en 2025, tout le moteur d'anonymisation de cette extension a été réécrit en Rust pour des raisons de performance et de sécurité au niveau de la mémoire. Cette extension, elle se base sur plusieurs principes. Il y a un des premiers principes qui est une approche déclarative. C'est-à-dire qu'on va pouvoir décrire notre politique d'anonymisation et nos règles d'anonymisation au même endroit que nos tables avec le DDL PostgreSQL, donc vraiment avec la même syntaxe que celle qu'on utilise pour décrire nos tables. On n'a pas besoin d'apprendre un nouveau langage, d'apprendre une nouvelle syntaxe, c'est la même que celle qu'on a pour décrire notre schéma de base de données. Un deuxième principe qui est propre à l'extension, c'est de faire de l'anonymisation by design, donc de respecter complètement le privacy by design du RGPD, et de vraiment être, au moment où on fait la conception de notre base de données, au moment où on fait la conception de nos tables, on va en même temps décrire nos règles d'anonymisation. Et bien sûr aussi, le principe d'anonymisation by default, c'est aussi une fonctionnalité de l'extension qui permet de dire que par défaut, nos données vont être masquées. Sous certaines conditions, bien sûr. Les fonctionnalités de l'extension, il y a une petite fonctionnalité qui est sympa qui permet de détecter les données sensibles dans notre base de données. Donc on va pouvoir lancer un petit scan et il va nous dire « Ah tiens, là, je pense que cette donnée-là, cette colonne-là, il faudrait que tu l'anonymises ». On a de l'anonymisation statique, donc à partir du moment où on a défini notre politique d'anonymisation, on va pouvoir l'appliquer sur toute une base. Donc là, attention, parce que ça va détruire les données. Donc pas à faire en production, bien sûr. On a un truc intéressant, c'est l'anonymisation dynamique. C'est-à-dire que c'est à la consultation des données, les données vont être masquées uniquement au moment où on va vouloir consulter les données. Donc ça, c'est intéressant pour donner l'accès à la base de production. La base de production, on peut y accéder avec un utilisateur qui va être masqué. Et lui, les règles d'anonymisation vont s'appliquer au moment de la consultation. Et on a des dumps anonymisés aussi. Ça, c'est très intéressant aussi. On va pouvoir, depuis notre base de production, demander un dump et le contenu de ce dump contiendra les données anonymisées. C'est-à-dire que là, la transformation des données va se faire au moment du dump. Et enfin, on a toute une boîte à outils qui arrive avec l'extension, qui sont tout un tas de fonctions qui vont nous aider pour décrire nos règles d'anonymisation. On va pouvoir faire de la donnée aléatoire, de la donnée mélangée, des fausses données, de la généralisation, du brouillage partiel, mais on va voir tout ça dans la démo. Comment ça s'installe? C'est très simple, un petit paquet à installer. Donc là, je vous ai mis l'exemple sous Linux, mais il y a toute la documentation pour si vous faites de l'Ansible, du Docker ou quoi sais-je encore. On active l'extension comme n'importe quelle extension Postgre. Et ensuite, on a un petit script d'init à passer pour initialiser le schéma qui est utilisé par l'extension. Pour déclarer notre politique d'anonymisation, on va se baser sur quelque chose qui existe dans PostgreSQL, qui sont les security labels.
Donc c'est une notion qui est assez peu connue, mais qui peut être utilisée aussi avec SE Linux si vous voulez contrôler un petit peu les règles de sécurité d'accès aux objets PostgreSQL un peu plus finement. Et notre extension Postgre Anonymizer s'appuie sur ces security labels également. Donc c'est assez simple à décrire. On définit juste quel est le rôle qu'on veut masquer, quelles sont nos règles, et on va voir tout ça dans la démo aussi plus en détail. Donc pour cette démo, j'ai une petite base de données qui va servir d'exemple. Alors moi je suis pas très sportif, j'essaie de me rattraper un peu dans mes démos, donc c'est une base qui contient des événements sportifs, on a des joueurs, on a des sponsors, les joueurs participent à des événements, les sponsors financent ces événements. C'est pour la démo, donc c'est une petite base de données, mais suffisamment représentative malgré tout, puisqu'on a à peu près tous les types. On a de la date, du texte, des nombres, des points GPS, des fichiers stockés sous forme de blob. On a du JSON et on a tout un tas de relations avec des clés primaires alimentées par séquence et des clés secondaires. Allez, bien, on va basculer sur la partie démo. Il va falloir me dire si c'est suffisamment lisible au fond ou s'il faut que je zoome un peu. C'est bon? On est bon? Donc je vais commencer. D'abord, on va se définir un petit rôle de dev. Donc ça sera notre rôle qui va être masqué, qui va vouloir accéder à nos données de production, mais on ne veut pas lui donner les données personnelles. Donc c'est lui qu'on va masquer. Je lui donne accès à nos tables, à notre schéma. Et donc la première chose à faire, c'est de dire que ce rôle-là, il est masqué. Et il faut penser aussi à activer le masquage dynamique, qui n'est pas activé par défaut avec l'extension. Donc là, j'active le masquage dynamique et je crée mon rôle et tout ça. Donc ça, c'est de la config à faire initialement. Et là, on va pouvoir commencer à jouer un petit peu avec la détection des données. Donc on a une petite fonction qui nous permet de scanner un petit peu notre schéma. Elle existe en version localisée si vous nommez vos tables et vos colonnes en français. Alors moi, c'est en anglais, donc je l'appelle en anglais. Et là, il me sort en effet un listing et il me dit, oui, là, en effet, tu as tes joueurs, il y a des noms, des prénoms, des numéros de téléphone, des mails. Donc ça, à prendre un petit peu avec des pincettes, parce que ça se base sur un référentiel qui est disponible dans le schéma de l'extension, qui ne va pas forcément ramener toutes vos données. Donc là, il y a une table identifier qui permet de savoir quelles sont les données sur lesquelles s'appuie l'extension pour identifier les données personnelles. Mais ça n'empêche pas, il faut quand même faire balayer les champs de sa base de données pour vraiment vérifier si c'est bon ou pas. Ça permet quand même d'avoir un bon aperçu du volume du travail. Notamment, moi, il n'a pas ressorti la date de naissance des joueurs, puisque j'ai mal nommé ma colonne. Je l'ai appelé birthdate au lieu de birthday ou l'inverse, je ne sais plus. En tout cas, voilà, c'est quand même un bon indicateur de savoir ce qu'il y a à faire. Eh bien, on y va, on va pouvoir écrire notre première règle d'anonymisation. Dans notre politique, on va se dire, on peut faire simple au départ, on remplace uniquement la valeur par une constante. Donc là, l'email, je le remplace par confidentiel. Le $$, c'est l'échappement pour les chaînes de caractères à l'intérieur d'une chaîne de caractères. Donc là, si je masque mon email et que je viens le consulter, donc là, ce sont les données que voit l'utilisateur de prod. Et si je me mets avec mon utilisateur de dev, là, je vois qu'il n'y a que voilà, tout a été masqué. Donc là, vous allez me dire, bah ouais, c'est bien, mais moi, mon email est censé être unique. D'ailleurs, on remarque que les contraintes d'intégrité là n'ont pas été vérifiées, puisqu'on n'est que à la consultation. Les contraintes d'intégrité, elles sont vérifiées à l'écriture. Et donc là, j'ai une réponse qui est finalement pas cohérente avec la description de mon schéma, puisque j'ai mes contraintes d'intégrité qui n'ont pas été vérifiées. Donc ça, c'est important à savoir. Et on va du coup adapter un peu notre règle pour avoir des emails quand même distincts. Donc là, j'ai fait
J'ai fait pour l'email le prénom et le nom, et on va pouvoir utiliser des fonctions fournies par l'extension, qui sont tout un tas de fonctions qui commencent par dummy, qui permettent d'obtenir des données aléatoires, enfin pas aléatoires, mais des données, des fausses données. Donc ça existe pour l'email, le prénom, le nom, il y en a plein qui existent. Il faut aller fouiller dans le schéma Anon avec les fonctions. Donc on a tout un tas de fonctions qui sont des demi quelque chose et qui existent en version localisée. Donc si vous voulez faire du français, vous pouvez faire du français. Donc là, si je vais consulter mes données maintenant, mes emails devraient être un peu mieux. Donc ça, ce sont les vraies données. Et donc là, j'ai bien des données anonymisées, avec des mails qui ont été générés à la volée au moment de la requête. Si j'actualise, j'ai toujours des choses qui sont générées aléatoirement à chaque fois. Mais là, vous allez me dire, bah ouais, mais si mon dev il requête le joueur ID 1, un coup il va avoir une valeur, un coup il va avoir une autre valeur. On n'a pas de consistance de la donnée. Ça peut être perturbant. Donc là, on va pouvoir aussi travailler là-dessus et éventuellement utiliser des fonctions qui sont fournies par l'extension de pseudonymisation. Donc attention avec la pseudonymisation, vous vous souvenez ce qu'on s'est dit en début de talk, on est toujours soumis au RGPD quand on fait de la pseudonymisation, puisque si on connaît l'algorithme qui a servi à chiffrer, on pourrait revenir à la valeur initiale en déchiffrant. Donc toutes ces fonctions qui commencent par pseudo permettent d'avoir une version pseudonymisée à partir d'une valeur initiale. Donc là, je vais appliquer ça pour le nom, le prénom et l'email. On peut ajouter un cell aussi pour renforcer l'algo de chiffrement, mais attention, ça va être consommateur en ressources. Ça veut dire que les requêtes vont être beaucoup plus longues si vous utilisez ça. Donc vous pouvez utiliser des cells, mais il ne faut pas qu'ils soient non plus trop compliqués, sinon ça va être un peu trop lourd. Donc là, je suis avec mon utilisateur qui voit les vraies données et en dev. Donc là, j'ai bien des données qui ont été anonymisées, enfin qui ont été pseudonymisées, pardon. Et je vois bien que j'ai bien une consistance des données, puisque même si je réexécute plusieurs fois la requête, j'ai bien les mêmes données. Et on voit d'ailleurs que les deux premières lignes, elles ont le même nom de famille, donc potentiellement un lien de parenté entre ces deux personnes-là. Donc attention à notre principe d'inférence. On peut avoir déduire ici une information personnelle, même si les données ont été anonymisées. Mais attendez, il n'y a pas quelque chose qui vous choque là dans ce qu'on a vu? Non, tout va bien? On a vu qu'on voulait respecter le privacy by design. Donc là, moi, évidemment, j'ai préparé le schéma pour le cadre de la démo, donc on n'a pas décrit les règles en même temps que le schéma, mais bon, ok. Mais on avait aussi parlé du privacy by default. On avait dit que l'extension, elle permettait de faire du privacy by default, et là, mon utilisateur de dev, si j'écris pas les règles, il peut consulter les données. Donc il faut savoir que c'est une option à activer, qui n'est pas activée par défaut. Donc je vous recommande d'activer cette option dès le début, que j'aurais dû faire dès le début, afin d'activer le privacy by default. Ça va avoir quoi comme effet? Ça va avoir comme effet déjà que si je veux rendre accessible une donnée qui n'est pas une donnée personnelle, il faut que explicitement je dise je rends accès, je donne la visibilité sur cette donnée-là. Donc là on va dire que moi mes ID internes, je donne l'accès, ils ne sont pas masqués. Et du coup, maintenant toutes mes tables elles vont être masquées par défaut. Donc là avec mon utilisateur de dev, donc il a conservé les règles que j'avais données avant, donc j'ai bien mes noms, prénoms qui sont pseudonymisés. Et toutes les autres colonnes, donc la birth date, le phone, created at et updated at, elles ont été masquées par défaut. Donc là, je n'ai pas besoin de décrire de règles. Je sais que même demain, si j'ajoute une nouvelle colonne à ma table, elle va être masquée par défaut. Les principes d'alimentation, c'est une colonne qui est nullable, elle va être masquée avec la valeur nulle, et une colonne qui est non nullable, elle va être masquée avec la valeur par défaut. Ça veut dire que ça nous oblige à avoir une valeur par défaut sur les colonnes qui sont not nulles. Et attention, avec les identifiants,
pour alimenter une colonne primary key ou qui est alimentée par une séquence, il va utiliser la séquence. Donc ça c'est dangereux, je ne recommande pas, puisque à chaque fois qu'on va faire une requête, la séquence elle va avancer. Bon, on est pas mal. On va voir d'autres fonctions de masquage. On peut faire du masquage partiel. On va pouvoir dire par exemple pour les numéros de téléphone qu'on veut conserver les 5 premiers caractères et les 2 derniers. Donc ça c'est une fonction qui est aussi dans l'extension. Assez basique. Voilà, donc là j'ai masqué partiellement les numéros de téléphone. Quelque chose qui peut être intéressant aussi, du masquage conditionnel. Parfois on a des règles de gestion qui font qu'on veut masquer une donnée sous certaines conditions. Donc on va pouvoir utiliser cet opérateur ternaire qui nous dit si cette condition est remplie, je vais masquer les données, sinon je vais faire autre chose. Et là en l'occurrence je vais garder la donnée initiale. Donc là, l'exemple, c'est moi dans ma base de joueurs, je sais que les 5 premiers, ce sont des joueurs des comptes de test qui ne sont pas des vraies personnes, donc je veux les conserver pour pouvoir faire des tests en prod. Donc je ne vais pas masquer ces 5 premières lignes. Enfin, je ne vais pas masquer ces 5 premiers emails en tout cas. Ça peut être utile aussi si vous avez des données qui peuvent être nulles ou pas. Par exemple, là, moi, mon numéro de téléphone, il n'est pas obligatoire dans mon système. Donc, je sais que j'ai des joueurs qui vont remplir des numéros de téléphone et d'autres non. Mais plutôt que de générer un numéro de téléphone sur ma base anonymisée, je veux conserver quand même cette règle de gestion qui fait que parfois j'ai des valeurs nulles dans ma table. Donc là, je vais dire un tiers de mes données seront alimentées avec nul dans la version anonymisée et le reste, je vais l'alimenter avec un faux numéro de téléphone. Donc ça c'est la deuxième façon, c'est la même façon que de faire pour masquer les emails, on utilise l'opérateur ternaire. Et il y a une deuxième façon de faire pour simplement dire je ne veux masquer que certaines lignes. Donc là on applique la règle de sécurité directement sur la table et pas sur la colonne. Et du coup la ligne va être masquée uniquement sous la condition qu'on aura donnée. Mes règles et on va aller voir de suite avec notre utilisateur de dev. Donc là j'ai les 5 premières lignes qui ne sont pas masquées et j'ai bien des nuls sur les numéros de téléphone aléatoirement. Voilà, donc ça peut évoluer en fonction des requêtes. On a vu qu'on avait du JSON-B dans notre schéma. Pour le JSON-B, il n'y a rien qui est prévu de manière native dans l'extension, mais on va pouvoir quand même anonymiser les données dans notre JSON. Alors, je vais vous montrer juste à quoi ressemblent les données avant anonymisation. Donc, ce sont les participations des joueurs à des événements. On demande un certificat médical qui est donné par un docteur à une date. Donc, nous, c'est cette donnée-là qu'on va vouloir anonymiser. Et donc comment faire ça? On va pouvoir se faire des fonctions spécifiques, des fonctions custom qu'on va pouvoir appeler dans nos règles. De la même manière qu'on a des fonctions par défaut dans l'extension PostgreAnonymizer. Donc moi j'ai choisi de les mettre dans un schéma à part pour bien cloisonner mes fonctions. Et là j'ai une fonction qui traite le JSON et du coup qui va générer des données dans les bons attributs. Petite particularité, l'extension PostgreAnonymizer n'a pas accès à toutes les fonctions. Il y en a certaines qui sont trusted, donc auxquelles on fait confiance, auxquelles on va explicitement dire à PostgreAnonymizer tu peux utiliser cette fonction. Et il y en a d'autres qui ne sont pas par défaut trust. Il a accès à certaines fonctions aussi du catalogue PostgreSQL, les fonctions standards, mais pas toutes pour des raisons de sécurité. Donc si vous voulez utiliser une fonction via l'extension PostgreSQL-Anonymizer, il faut penser à l'autoriser à utiliser cette fonction-là. Et ensuite, on écrit notre règle comme n'importe quelle autre règle en utilisant notre fonction. Donc là, je masque mes documents en utilisant la fonction que j'ai créée juste avant. Si je vais voir les données maintenant avec mon utilisateur de dev.
Donc là, j'ai bien les données qui ont été anonymisées. On voit que le docteur et la date de délivrance changent. Petite fonction qui peut être sympa aussi, qui elle est bien inclue dans l'extension, c'est la possibilité de flouter des images. Si dans votre base vous avez des images qui sont stockées sous forme de blob, on va pouvoir utiliser cette fonction image blur qui va nous rajouter un certain pourcentage. Là j'ai été un peu gourmand, on va voir ce que ça donne. Au niveau des formats, il faut aller voir la doc, mais ça supporte à peu près tous les formats standards du PNG, du JPEG. Et là, je vais aller dans mon conteneur pour aller extraire les données. Donc j'exporte avec mon utilisateur de dev. Et on va aller voir ce que ça donne. Je vais vous montrer les images originales aussi. Alors les images originales, elles ressemblent à ça. Donc ce sont les logos des sponsors. Donc évidemment, ils ont mis leur nom pour que ça soit visible et pour de la pub évidemment. Et l'image floutée, après règle, si je la retrouve, oui, elle est là. Voilà, bon là j'ai été un peu violent sur le floutage, mais bon, vous avez compris l'idée. Autre chose qu'on va pouvoir faire avec l'extension, c'est de la généralisation de données. Donc là, on n'est plus vraiment dans le principe d'anonymisation, mais on est plus dans un principe où on a un utilisateur qui a besoin d'accéder à nos données de prod. On ne veut pas lui donner accès à toutes les données. On ne veut pas lui donner accès aux données personnelles, mais on veut quand même lui donner accès à certaines données, des données généralisées, principalement pour faire des stats. Donc là, par exemple, des statistiques sur les événements pour avoir le montant moyen alloué par un sponsor, par événement, par année, par département. Donc là, on voit que dans le département 06 en 2010, on a eu 25 événements financés à hauteur de 666. Ça, ce sont potentiellement des données de statistiques qui sont intéressantes pour un statisticien, mais on ne veut pas qu'il ait accès à toute notre base. Donc on va lui faire des vues généralisées et on va pouvoir utiliser ces outils de l'extension pour généraliser nos données. Par exemple, notre montant, là ici on l'a généralisé à 100 € près. Donc on ne sait plus quel est le montant exact, mais on a quand même une idée assez fine de ce à quoi il correspond. Pareil pour le code postal, on l'a généralisé à 100 près. Et pour les dates, là pareil, on a généralisé la date au mois près. Donc il y a tout un tas de fonctions comme ça, generalize, qui existent à peu près pour tous les types. Et si je crée ces vues-là, je vais pouvoir les donner en visibilité uniquement à un utilisateur de stats sans lui donner accès aux autres tables. Et il verra les données généralisées et du coup il n'aura plus accès aux données exactes. Donc qu'est-ce que ça donne? On voit bien qu'on a des ranges de valeurs. Donc là on sait que cet événement-là il a été financé entre 400 et 500. Que la date c'était en janvier mais on ne connaît pas la date exacte. Et pareil pour le code postal, c'est à Paris entre 75 000 et 75 100 mais on ne sait pas exactement dans quelle commune. Si je refais la même requête que tout à l'heure là pour avoir mes stats, mais en attaquant les vues, on va voir que j'ai à peu près les mêmes résultats. En tout cas, sur le nombre d'événements, j'ai le même résultat. Et sur le montant, évidemment, comme maintenant j'ai une range de montants, le montant n'est pas exactement le même, mais en tout cas, on a bien la ressemblance. Et pour des stats, c'est largement, en principe, suffisant. Donc là, on n'a pas écrit de règle d'anonymisation. On a simplement mis à disposition des données généralisées. Et en fonction des différents use cases, il n'y a pas forcément besoin d'écrire une règle d'anonymisation. Il suffit juste de minimiser l'accès aux données en fonction des différents acteurs et en fonction des use cases. Donc on arrive à peu près au bout des fonctionnalités de l'extension. Après, j'ai fait le travail de faire tout ça sur le schéma entier. Vous aurez accès au dépôt, il y aura tous les liens en fin de conf.
Donc j'ai un autre conteneur qui a tout ça et je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Donc là j'ai fait comme il faut, c'est-à-dire que j'ai bien fait mon privacy by design, j'ai activé par défaut le privacy by default aussi. J'ai un utilisateur dev pour consulter les données de prod, mais de manière masquée dynamiquement. J'ai un utilisateur stat qui, lui, ne va avoir accès que aux données généralisées via mes vues. J'ai masqué les données pour dev et j'ai mon schéma custom pour mes fonctions custom. Et j'ai bien respecté le privacy by design, c'est-à-dire qu'au moment où j'ai décrit mes tables, ben, j'ai décrit en même temps mes règles d'anonymisation. Donc sur ma table adresse, je vais remonter tout en haut, donc on a notre description de table, et en suivant, ben, j'ai ma politique d'anonymisation qui correspond aux données de cette table-là. Donc quelles sont les colonnes que je ne veux pas masquer, puisque comme je suis en privacy by default, il faut que je dise explicitement lesquelles je ne veux pas masquer, et ensuite celles qui sont masquées, comment je les masque. Là j'ai une petite fonction aussi pour générer des points pour les points GPS. Donc j'ai fait ça pour toutes mes tables, et là j'ai ma base de données que j'ai anonymisée, enfin qui a ma politique d'anonymisation, et j'ai mes vues aussi pour mon utilisateur pour les stats. Ça nous donne quoi? Ben, ça nous donne un utilisateur de dev qui voit des données anonymisées. Et un utilisateur stat qui, lui, va pouvoir faire des rapports et des stats sur uniquement les vues auxquelles je lui ai donné accès. Avec des ranges qui vont bien. Voilà, on va rebasculer sur la partie présentation. Yes. Donc les différentes stratégies qu'on a pu voir. Il y a d'abord la possibilité de faire de l'anonymisation statique. Ça, je ne vous l'ai pas montré parce que je considère que ce n'est pas une bonne pratique. C'est-à-dire que si vous commencez à partir dans la stratégie d'anonymisation statique, ça veut dire que vous avez une base, vous avez fait un dump, vous l'avez sorti, vous avez déjà sorti les données dans un dump qui n'est pas anonymisé. Donc vos données, quelque part, vous devez sécuriser un petit peu ce transfert de fichiers pour sécuriser le transfert du fichier, puisqu'il y a des données personnelles dedans. Ensuite, vous avez chargé ces données sur un autre environnement, sur une autre base, et ensuite, vous appliquez la politique de sécurité sur cette base en faisant de l'anonymisation statique. Donc ce sont des fonctions qui existent dans l'extension. On peut dire j'anonymise toute une table, tout un schéma, toute une base. Mais pour moi, ce n'est pas forcément la bonne pratique. Il vaut mieux passer sur une pratique plutôt d'anonymisation dynamique pour pouvoir accéder aux données anonymisées directement sur la prod. Et si on a besoin de charger ces données-là de manière anonymisée dans un autre environnement, utiliser un dump anonymisé. C'est-à-dire que de votre base de prod, vous sortez un dump anonymisé, et ce fichier dump anonymisé, il n'a pas besoin d'être sécurisé plus que ça, puisqu'il n'a plus de données personnelles. Donc on peut le transporter de manière non sécurisée où on veut, on peut charger un environnement avec, et il n'y a pas de souci ensuite là-dessus. Ce qui change, c'est le coût qui va être payé par la personne qui a besoin de la donnée. C'est-à-dire que quand on fait de l'anonymisation statique, le coût il va être payé une seule fois au moment où on anonymise la base de données. C'est là qu'il va y avoir du temps de traitement. Quand on fait de l'anonymisation dynamique, le coût il va être payé par la personne qui consulte les données, puisque là, l'anonymisation, elle se fait à chaque requête. Donc ça allonge les temps de requête. Et quand on fait du dump anonymisé, le coût il va être payé au moment où on demande le dump. Par contre, après, mon dump, il est anonymisé, je peux charger 10 environnements avec. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, choisissez votre bonne stratégie en fonction de vos contraintes. Sur les dumps anonymisés, il faut savoir que les temps de traitement pour générer le dump vont être grandement allongés.
Sur l'exemple là de la base de données et de mon petit schéma et de ma petite base, le dump normal met à peu près 6 secondes et le dump anonymisé met 5-6 minutes. Donc j'ai beaucoup de traitements d'images, de traitements de JSON, des fonctions qui sont assez lourdes, donc ça dépend bien sûr des règles, mais dans la doc, ils disent que c'est à peu près entre x2 et x4, en fonction de vos données, de votre volume et aussi de des règles que vous avez posées sur vos colonnes. En synthèse, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il y avait le privacy by design, principe à respecter du RGPD. Pourquoi il faudrait le faire? Juste parce que la réglementation nous l'impose. Pareil pour le privacy by default. On a vu qu'il fallait identifier les bons cas d'usage. Pourquoi on fait de l'anonymisation? Pour respecter le RGPD, mais attention, ce n'est pas la solution à tout. Si vous avez des cas d'usage qui sont juste pouvoir accéder aux données, pouvoir faire des stats sur les données, vous n'êtes pas obligé forcément de passer par là. Juste en mettant en place des bonnes règles d'accès ou des vues généralisées pour les utilisateurs qui ont besoin d'accéder à certaines données, mais pas les données personnelles, vous n'êtes pas obligé de faire de l'anonymisation. Et donc quand même, utiliser PostgreSQL Anonymizer, c'est simple à mettre en œuvre. Il y a tous les outils à l'intérieur. On est dans le langage naturel du DDL de PostgreSQL, donc le ticket d'entrée est assez faible. Je suis très en avance. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Vous retrouverez derrière ce QR code. Si vous suivez ce QR code, vous atterrissez sur une page qui contient à la fois le lien vers l'Open Feedback, les slides que je viens de vous présenter, le lien vers les démos. C'est la première fois que je donne ce talk et mon petit doigt m'a dit que j'allais bientôt le redonner. Donc si vous avez des retours à me faire, que ce soit positif ou négatif, n'hésitez pas. Je suis preneur. Et s'il y a des questions, je prends les questions, puisqu'il nous reste pas mal de temps. Merci beaucoup. Oui. Alors la question c'est si on fait des updates ou des inserts dans sa base de données et qu'on les relie ensuite, on ne va pas récupérer ce qu'on a updaté. Alors oui, si on fait des updates et des inserts, on va écraser les vraies données. Et en effet, si on les re-requête et que ces données-là font partie des données qui sont couvertes par une règle d'anonymisation, évidemment, on ne peut pas vérifier ce qu'on a mis. La bonne pratique, c'est que quand on fait de l'anonymisation et qu'on donne un accès à un utilisateur qui va lui être masqué, on ne va pas lui donner les droits d'écriture, puisque, évidemment, les requêtes qu'il fait en lecture, potentiellement, il va écraser des données avec des mauvaises données ensuite, et il ne pourra pas de toute façon pas les vérifier. Oui. J'ai pas bien entendu, est-ce que tu peux répéter plus fort, s'il te plaît? L'anonymisation dynamique? J'ai pas bien compris la question, je suis désolé. Ah, quand on fait de la requête avec des conditions, est-ce que la condition s'applique sur les données anonymisées ou sur les données retournées? Enfin, ou les vraies données. Alors, les conditions s'appliquent sur les données anonymisées. Donc, on garde la cohérence entre les données affichées et la condition. Donc, potentiellement, on ne requête pas les mêmes lignes en fonction de la condition est bien appliquée sur les données anonymisées. Oui.
Alors, ça dépend de comment on sécurise l'accès au schéma d'anonymisation. Il y a des fonctions qui permettent... ah oui, je vais répéter la question. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont les règles d'anonymisation au moment où on consulte le schéma? C'est bien ça la question? Savoir si les données sont anonymisées. Donc les règles qui sont définies quand on décrit notre politique d'anonymisation, elles sont stockées dans l'extension PostgreAnonymizer, dans le schéma anon, et il y a des fonctions utilitaires qui permettent de récupérer les règles. Quand on sélectionne les données, on ne peut pas savoir qu'elles sont anonymisées juste avec le select. Et après, en fonction des droits que vous donnez sur ce schéma d'anonymisation, bah, l'utilisateur, s'il va fouiller dans le schéma d'anonymisation, il va pouvoir retrouver les règles qui correspondent aux colonnes qu'il a requêtées. Donc la bonne pratique, c'est quand on fait notamment un export de dump anonymisé, de ne pas exporter les security labels. Comme ça, on n'expose pas nos règles de sécurité dans le dump anonymisé et la personne ne va pas pouvoir retrouver la règle d'anonymisation. De la même manière, en masquage dynamique, les rôles qui sont masqués, on ne leur donne pas accès à ces informations-là pour justement pas qu'ils puissent récupérer l'information de comment la donnée a été anonymisée. Dans tous les cas, quand on fait sa requête pour récupérer les données, on ne peut pas savoir qu'elle a été anonymisée, on a juste le résultat et on n'a pas cette information. D'autres questions? Oui. Alors la question c'est quel est le composant qui fait le... Oui, c'est une extension Postgre. Alors est-ce que c'est le moteur de l'extension qui calcule les règles, c'est ça la question? J'ai pas l'information exacte, il faudrait que je vérifie, mais il me semble que c'est un processus à part qui fait c'est notamment tout le code qui a été écrit côté extension en Rust qui est exécuté à part pour justement faire l'anonymisation des données. Mais à vérifier, je suis pas certain. On arrive au bout s'il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup et bonne continuation.